sciences de l'information et de la communication à l'Université de Haute-Alsace et qui va donc nous proposer une intervention sur le thème « Les médias français face au drame d'Équirol, un fait de société révélateur de la crise des banlieues ». Point d'interrogation. Je peux m'accaparer de la parole sur deux choses. On a trouvé un téléphone portable dans l'autre salle qui est de la marque Samsung. Bonjour à tous. Alors, le 28 septembre 2012, Kevin, un étudiant en master de management, et son ami Sofiane, lui-même éducateur, tous deux âgés de 21 ans, meurent lynchés par un groupe d'une quinzaine de jeunes gens dans un parc du quartier de la Villeneuve, à Échirol, près de Grenoble. Cette attaque, d'une violence rare, faisait en fait suite à une première dispute entre le petit frère de Kevin et un camarade à la sortie du lycée. L'ensemble des médias français a très largement couvert ce qui va très vite devenir le drame d'Échirol. C'est à cette couverture médiatique que cette communication s'intéresse. Ce que je souhaite en fait montrer est la manière dont, plus finalement qu'un terrible fait divers, ce meurtre va être montré comme un véritable fait de société et présenté comme un révélateur d'une problématique sociale dont on voit depuis ce matin qu'elle est vraiment récurrente, celle de la crise des banlieues. Mon objectif est donc de mettre au jour les normes qui vont être mobilisées pour dire la violence et expliquer sa survenue. Alors, l'étude que je vous présente est basée sur un corpus qui regroupe en fait des articles de la presse nationale, de la presse quotidienne, qui sont donc publiés dans Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix et Aujourd'hui en France, entre le 30 septembre et le 5 octobre 2012, c'est-à-dire les jours de couverture initiale de l'affaire. Pour mener à bien cette recherche, je m'inscris bien entendu dans le champ des sciences de l'information et de la communication, plus spécialement dans l'analyse de discours, et encore plus précisément, j'utilise largement la théorie actentielle de Grémas. Les dispositifs, les éditoriaux, les textes des articles sont analysés dans un même mouvement. Je précise que je n'ai pas mené une étude spécifique des photographies, mais je les ai envisagées en tant qu'élément du dispositif. Alors, le récit médiatique qui va être construit à partir du meurtre des deux jeunes hommes présente par certains aspects les caractéristiques du fait divers, qu'elles ont pu être définies par Annick Dubié ou Marc Litz. Le double meurtre est présenté par tous les journaux comme une rupture par rapport au déroulement habituel de l'existence, ce qui constitue justement l'une des caractéristiques du fait divers. L'ensemble des journaux se fonde sur de nombreux effets rhétoriques pour faire ressentir au lecteur le caractère profondément, je cite, insensé de cette agression. Et comme le veut l'habitude en matière de faits divers criminels, l'ensemble des journaux va s'attacher à désigner des coupables. Or, pour ce faire, en fait, tous les journaux ont recours à un même cadrage, c'est-à-dire à une opposition entre les auteurs de l'agression et leurs victimes. D'un côté, donc, tous les journaux vont dresser le portrait, et un portrait particulièrement élogieux des victimes, ce qui souligne, je dirais d'autant plus, le caractère profondément absurde de leur mort, surtout dans ces conditions et dans ces circonstances-là. Donc les journaux exposent longuement leur bon parcours scolaire, leur personnalité positive, leurs projets d'avenir ambitieux. Ils multiplient les témoignages, témoignages qui évoquent deux jeunes qui, je cite, tiraient les autres vers le haut, comme l'indique le titre d'un des articles de La Croix. Mais l'insistance qu'ont tous les journaux à exposer le caractère extrêmement positif de ces figures laisse penser en creux que ces jeunes ne constituent pas la règle au sein de la jeunesse des banlieues dont il est question. Ce sont bien des jeunes exemplaires et exceptionnels. Et c'est d'ailleurs sans doute cela aussi qui peut expliquer l'attention médiatique qui va être portée à cette affaire, en plus de la violence, elle aussi exceptionnelle, de l'agression. Alors, il est d'ailleurs dans cette perspective intéressant de noter que dans les premiers jours de leur traitement du drame, Le Figaro et Aujourd'hui en France prennent soin de préciser à plusieurs reprises que les deux jeunes victimes ne sont pas des délinquants, comme si cela n'allait pas de soi. Il est aussi important de remarquer que les portraits de Kevin et Sofiane sont profondément ancrés dans un territoire, celui d'un quartier spécifique, le quartier des Granges, que Libération qualifie, je cite, de paisible, composé de classes moyennes, et aujourd'hui en France de quartiers populaires épargnés par la violence.
Or, cette référence au territoire participe à une ligne de fracture entre territoire et habitants de la périphérie, ligne qui va être particulièrement structurante dans les articles, je vais y revenir. D'un autre côté, donc, le portrait que les journaux dressent des agresseurs présumés est d'autant plus noir et marqué par la violence qu'il fait écho aux descriptions de l'agression qualifiées par l'un des témoins cités par Le Monde de véritables actes de barbarie. Les premiers jours, les journaux oscillent entre des désignations vagues. Ils parlent de suspects, d'assaillants, de personnes et utilisent beaucoup l'adjectif substantivé « jeune », à peine plus précis. L'identité de ces personnages s'ancre, elle aussi, dans un territoire. Cette fois-ci, tous les journaux précisent que les agresseurs viennent de La Villeneuve, qu'aujourd'hui en France présente comme une cité difficile de Grenoble, et dont tous les journaux exposent par ailleurs la dégradation. Au fil du développement de l'enquête, les articles se précisent, on va citer des prénoms, on va citer des âges, et les journaux vont présenter les agresseurs comme des délinquants. La Croix évoque des gardés à vue au casier judiciaire déjà bien rempli, connus pour leur extrême violence. Libération cite un éducateur sportif qui parle de gosses complètement déconnectés des réalités, désocialisés, avec de profonds problèmes de drogue ou d'alcool. Les causes profondes attribuées à la rixe mortelle commencent à transparaître à ce niveau. L'ensemble des journaux s'attache en effet à déterminer les causes de l'agression, ce qui constitue là aussi l'une des facettes du fait divers. Cependant, non seulement la neutralité du ton, qui doit aussi caractériser le fait divers, est loin d'être respectée, mais il apparaît clairement que le meurtre des deux jeunes hommes est très vite présenté comme le symptôme de la crise des banlieues, problème social largement ramené au problème entre guillemets des jeunes des cités, problème qui est aussi largement ramené au problème des jeunes hommes des cités. En cela, les discours que j'ai étudiés s'inscrivent vraiment dans la droite ligne de la médiatisation de différents faits divers et éruptions de violence à la périphérie des grandes villes, donc telle qu'elle est construite depuis plus de 2 décennies, comme l'ont montré les travaux de différents collègues, dont Guy Lochard, Henri Boyer, Isabelle Garcin-Marou qui s'exprimera après moi, ou Julie Sédel, dont on vient de vous parler. Alors, avant de vous présenter les différentes causes que les médias mettent en avant pour expliquer ce drame, il faut bien souligner qu'elles vont toutes apparaître dans le discours à travers un mode énonciatif vraiment privilégié, celui du discours rapporté. Plus précisément, les analyses des causes du drame sont portées dans les articles par les habitants des territoires concernés, plus rarement par des hommes politiques locaux ou des policiers de terrain, comme si finalement seule l'autorité de l'expérience était source de compétences à ce niveau. Alors là aussi, il s'agit d'une tendance qui a déjà été observée, mais c'est vrai qu'ici, elle est particulièrement exacerbée aux dépens de la présence d'autres figures qui sont pourtant couramment mobilisées lorsqu'il s'agit d'expliquer la crise des banlieues, grands frères, éducateurs, enfants d'émigrés ayant réussi, experts, etc. Alors, l'élément que tous les journaux présentent comme la cause principale de la mort de Kevin et Sofiane est d'ordre factuel. Il repose sur les témoignages collectés au cours de l'enquête de police. Différents jeunes ont ainsi rapporté que c'était, je cite, un mauvais regard qui était à l'origine de l'affrontement. L'importance de cette explication dans les récits est d'abord sensible au niveau du dispositif. Alors, le 2 octobre, Aujourd'hui en France annonce en surtitre du titre de une « 2 jeunes tués pour un regard ». Dans les pages intérieures dédiées aux faits du jour, figure également l'interview d'un professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle reprend l'une de ses analyses en guise de titre « Faire plier le regard de l'autre, c'est exister ». Le même jour, dans la rubrique Paroles, sous le titre « Maintenir les apparences par la force physique », La Croix propose une démarche similaire en rapportant les propos d'un autre pédopsychiatre, toujours pour expliquer ses mauvais regards. Le 4 octobre, Le Monde consacre un reportage au double meurtre. Il s'intitule « C'est une histoire de regard qui a viré à la barbarie ». Et en une déjà, le journal parlait d'une histoire d'honneur bafouée, évoquait la peur des simples citoyens qui avouent souvent baisser le regard et disent leur angoisse d'être confrontés un jour à une personne qu'ils n'auraient pas dû croiser. Au cœur des articles, ensuite, se multiplient vraiment les expressions qui font référence à ce mauvais regard et d'une manière générale à la futilité du motif, au décalage entre une cause et une conséquence qui conduit à la mort de 2 jeunes hommes pour un mauvais regard. Aujourd'hui en France, La Croix et Le Monde inscrivent en outre la problématique du mauvais regard dans un cadre qui va vraiment dépasser le cas précis du meurtre de Kevin et Sofiane. Alors, il est intéressant de constater que Le Monde va livrer un témoignage particulièrement éloquent de plusieurs lycéens d'Échirolles, qui fait apparaître des termes peu habituels dans les colonnes du grand quotidien du soir,
mais qui joue un indéniable effet d'autorité. Donc là, je cite des jeunes cités par Le Monde. « Mes grands-parents habitent à La Villeneuve », décrit une lycéenne. « Quand j'y vais, je serre mon sac et je baisse la tête. Une fois à Grand Place, j'ai croisé un regard que je n'aurais pas dû, raconte une autre. Le mec a sorti un couteau et m'a dit « Pourquoi tu me regardes? Tu veux que je t'encule? Tu veux que je t'encule ?» Ce qui est assez inhabituel dans Le Monde. Je précise que le journal, vraiment, explique bien que ces lycéens ne veulent stigmatiser personne, que ce n'est vraiment pas leur but, mais en attendant, voilà, ouvre quand même ses colonnes à ce témoignage. Alors, à ce niveau, finalement, que les journaux proposent explicitement ou non de généraliser la question de la place des mauvais regards dans les relations sociales à d'autres situations, ce qui se donne à lire, c'est que des jeunes vivent dans certains quartiers périphériques suivant des règles qu'ils cherchent à imposer et qui ne correspondent pas à la norme sociale générale. En répétant le vocabulaire de la sidération, de l'incompréhension, en convoquant, nous l'avons vu, le discours de la maladie mentale pour dire comment un mauvais regard peut conduire à un meurtre, les journaux marquent une importante fracture qui peut exister entre ces jeunes et le reste de la population. Il est cependant très important de noter le caractère profondément flou de la catégorie jeune telle qu'elle se dessine dans les journaux. Alors, les autres éléments d'explication qui vont être apportés sont moins factuels et ont donc tous trait à ce problème des jeunes des cités. Alors, le champ lexical de la barbarie est très largement mobilisé pour faire référence aux agresseurs des deux jeunes hommes ou à leurs actes. À ce niveau, le stéréotype contemporain du sauvageon, dont Guy Lochard a rappelé l'inscription dans une longue lignée de personnages de jeunes délinquants urbains, est activé. Mais cette altérité profonde apparaît bien aussi comme étant celle d'autres jeunes, voire des jeunes des cités en général. Tous les titres décrivent ainsi une jeunesse, en partie, je cite, à la dérive, et tous s'attachent à comprendre pourquoi. Aujourd'hui en France et La Croix sont les journaux qui mettent le plus en avant la question du problème que constituerait la jeunesse, comme en témoigne une fois encore le dispositif. Aujourd'hui en France propose ainsi à ses lecteurs un article intitulé « Les habitants décrivent une jeunesse à la dérive » et le 2 octobre, la bande « Ils ne vivent que pour cela ». Le 4 octobre, excusez-moi. Ce même jour, La Croix va se distinguer en consacrant sa une et ses pages événements à une réflexion sur la violence des jeunes en général, y compris scolaire, par-delà celle des jeunes des cités. Alors, tous les journaux évoquent d'abord le poids d'un effet de groupe pour expliquer le passage à l'acte des agresseurs. Mais Le Monde, et surtout aujourd'hui en France, présente plus généralement l'existence de bandes comme une règle de structuration de la vie sociale de certains jeunes. Aujourd'hui, mettent en outre en lien appartenance à une bande et abandon du cadre familial, toujours par le biais de témoignages, mais ces témoignages vont finalement conduire à une mise en cause explicite d'un modèle familial, je cite, « des familles déstructurées où l'image du père a souvent disparu depuis longtemps ». Et là, c'est une remarque du journal. Le second élément causal qui est mis en avant par tous les journaux pour expliquer la violence des jeunes, c'est le chômage et le désœuvrement. Tous les journaux y font référence, de manière plus ou moins imagée, et l'ensemble des journaux replace ce constat dans, en fait, le constat aussi plus large de paupérisation d'un quartier, celui de la Villeneuve, et développe longuement, alors à l'exception de La Croix, un récit qui va opposer le quartier tel qu'il était avant. Alors je cite un anti-modèle de cité dortoir dans Le Monde, un véritable melting pot social, une belle réussite dans Le Figaro, à sa réalité actuelle, celle d'ex-cité radieuse, de cauchemar pour les urbanistes, de cité difficile pour aujourd'hui en France. Donc pour tous les journaux, le désœuvrement et le chômage des jeunes les entraînent en fait vers la délinquance. Alors ce mouvement engendre un climat d'insécurité qui renforce le basculement du quartier et sa stigmatisation. Cela est cependant plus ou moins net et plus ou moins explicitement dit suivant les titres. Alors là, on a vraiment une ligne de différenciation qui est extrêmement nette entre d'un côté des titres qui accordent une place importante mais limitée à ce raisonnement, donc Libération, Le Monde et La Croix, et de l'autre côté, Aujourd'hui en France, mais alors surtout Le Figaro, qui en font un axe extrêmement structurant pour donner à lire le drame des Chirolles. Alors c'est en effet bien l'importance de l'insécurité, et pour citer Le Figaro, la place prise par l'économie souterraine, la voyoucratie développée par les jeunes des cités, donc que ce journal entend dénoncer à travers le drame des Chirolles. Cela est d'autant plus clair que Le Figaro ne se contente pas de rapporter les propos d'habitants et de policiers allant dans ce sens, mais consacre un éditorial à cette thématique le 3 octobre. Alors cet éditorial s'intitule « Insécurité, la colère et la défiance »,
et va en fait associer le drame d'Échirolles à une autre actualité qui est pourtant fort éloignée de cette actualité-là, qui est celle en fait de l'évacuation puis de l'incendie d'un camp illégal de Roms à Marseille par, je cite, des habitants révoltés, alors que la police refusait d'intervenir malgré les cambriolages à répétition. Le journal en fait va se placer dans une position d'allié des autres habitants des quartiers périphériques, se fait leur porte-voix pour dénoncer, je cite, leur exaspération. C'est donc en leur nom qu'il va sommer l'État d'agir. Je cite encore, « L'urgence commande des actes pour garantir ce qui relève presque de la paix civile en plusieurs endroits. » Alors, face à cette violence, les articles instaurent en fait deux séries de figures dans le rôle d'anti-sujet. Là, j'utilise la terminologie grémassienne, d'opposant à la violence s'il fallait le dire autrement. Donc, des figures qui incarnent l'État d'un côté et celles qui incarnent la société civile de l'autre. Donc, tous les titres au niveau de l'État relatent, dans des proportions comparables au regard de la place que chacun accorde à l'affaire, les actions qui sont entreprises par la police et la justice afin d'arrêter les agresseurs de Kevin et Sofiane. La Croix est le journal qui développe le moins cet aspect des choses. Les journaux rendent également compte de la visite sur place effectuée par le président de la République François Hollande et son ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Aujourd'hui estime qu'il s'agit d'un déplacement rare, fort en symbole pour le président et son ministre de l'Intérieur, qui avaient jusqu'ici choisi la discrétion face aux faits divers, rompant avec le style de Nicolas Sarkozy. Leurs paroles sont rapportées, leurs actions sont relatées, ils apparaissent à la fois comme montrant leur soutien aux victimes, comme annonçant puis mettant en œuvre des actions répressives à différentes échéances, et ce, dans une temporalité très courte par rapport au déroulement des faits. Bon. L'État et les différentes figures qu'il incarne occupent donc pleinement le rôle de l'anti-sujet dans les récits proposés. Leurs actions, et ça c'est intéressant de le noter, apparaissent sans doute comme répondant aux demandes qui sont formulées par les habitants suite au drame, telles que les journaux les rapportent. Et ces demandes, eh bien, on constate qu'elles sont principalement d'ordre sécuritaire. C'est-à-dire que tout ce que rapportent les journaux ne se consacre vraiment qu'à ce rétablissement de l'ordre, même si ça se situe dans un temps long. Jamais les demandes rapportées ne se situent sur le plan du chômage. Pourtant, je vous l'ai dit, le chômage apparaît bien comme la cause essentielle qui va conduire les jeunes à une espèce de spirale de la violence. Donc finalement, on a une représentation de l'État qui va être uniquement limitée à ses fonctions régaliennes, et je crois que ça c'est vraiment à interroger. Alors par ailleurs, si la volonté d'agir et de réagir à chaud à la violence de l'État n'est pas mise en cause, la manière dont tous les journaux vont convoquer l'histoire va mettre en doute finalement sa capacité réelle à régler le problème de manière pérenne, y compris sur le plan sécuritaire. Donc tous les journaux font référence aux émeutes qu'a connues Échirolles en 2010, et du coup inscrivent l'actualité dont il est question dans un continuum de violence. Le Monde et Aujourd'hui en France cite également des habitants, dont la mère de l'une des victimes, qui se demandent pourquoi l'État n'a pas agi avant ce contexte existant. Mais c'est sans doute Libération qui fait l'usage le plus frappant des rappels historiques. Le journal en fait souligne donc les similitudes entre les émeutes de juillet 2010, le meurtre des deux jeunes hommes et une autre affaire criminelle presque identique qui s'est elle aussi déroulée à Échirolles au printemps 2010 et qui avait elle aussi déclenché la visite du ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc au final, on a l'impression que la violence dont il est question s'inscrit dans une série de répétitions qui prouvent l'incapacité de l'État et présente la violence subie dans les quartiers populaires comme une forme de fatalité. Le Figaro, lui, encore une fois, utilise l'éditorial pour mettre en cause les capacités de l'État à agir de manière pérenne. Alors, au niveau de la société civile, on se rend compte que cette société civile, elle occupe un rôle très important. Vraiment, dans les journaux, elle aussi, c'est un anti-sujet à part entière qui doit se positionner face à la violence. D'ailleurs, dans la couverture médiatique de l'affaire, on se rend compte que le pic événementiel correspond en fait à la visite sur place des politiques, mais aussi et surtout au déroulement à l'organisation d'une marche blanche en mémoire donc, de Kevin et Sofiane. Alors juste pour vous en donner un petit exemple, mais c'est très représentatif, la politique d'illustration de Libération. Vous voyez là la une où l'affaire a été le plus traitée, vous avez la marche blanche, et à l'intérieur, vous avez cette double page où vous voyez bien que l'espace iconographique le plus important est dédié à la marche blanche. Alors, les journaux vraiment s'attardent sur cette marche blanche, ils décrivent des corps en mouvement, les visages marqués par la douleur. On a vraiment l'impression d'une population qui est unie contre la violence. Alors, ce que les journaux montrent ici peut en fait être lu comme une forme de rituel
une pratique sociale communicationnelle et performative par laquelle une communauté prend corps, dépasse les crises et réaffirme les normes qui la structurent. Vraiment, l'attention qui est accordée à ce rituel-là, finalement, renforce la ligne de fracture dont je vous ai déjà parlé et va vraiment matérialiser encore plus fortement un nous qui serait les participants à cette marche blanche, les journaux, les hommes politiques qui partagent la même indignation par opposition à un autre qui regroupe une part indéterminée des jeunes des cités, autres d'autant plus étrangers que finalement ils semblent même incompréhensibles à ceux dont ils partagent les conditions de vie. Voilà. Donc pour conclure juste en une phrase, je crois que ce que moi je retiendrai parmi ce fait divers très révélateur dans la manière dont il est traité, c'est vraiment cette peur de la jeunesse dont on parle depuis ce matin. La France, quand on lit ces journaux, on a l'impression vraiment que la France a peur d'une partie de sa jeunesse et c'est extrêmement questionnant. Merci beaucoup.